Emmanuel Hervé est spécialiste des crises. Donc, il a un quotidien palpitant. Donc, il est spécialiste des crises. Donc, son métier, c'est d'accompagner un petit peu la gestion des crises, notamment dans des secteurs de la pétrochimie, de la pharma, de l'agroalimentaire et des services. Elle est experte pour l'UNUDI, pour donc l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. Plus d'une dizaine d'années dans un groupe américain, DuPont. Tiens, un groupe américain qui s'appelle DuPont. Bien. Alors, elle est expatriée donc. D'accord. Donc, elle est expatriée donc au Moyen-Orient et en Asie, donc elle connaît bien. Actuellement, elle est Business Unit Manager et responsable de plusieurs projets transverses. Alors, très rapidement, il va nous parler de la gestion des crises dans un contexte de gestion de portefeuille et de gestion de programme. Globalement, comment le fait d'avoir mis en place une démarche de PPM, comment on peut gérer, comment ça facilite la gestion des crises pour amortir. Enfin, en deux mots, Emmanuel expliquera ça mieux que moi. Donc, mon métier est un peu particulier, j'imagine, par rapport à ce que vous avez entendu hier, ce que vous avez entendu ce matin et cet après-midi. Je ne suis pas une grande spécialiste des méthodes de management de projet. Mon métier, c'est la gestion de la communication de la crise. Alors, je vous rassure tout de suite, je ne fais pas dans la crise financière, ni dans les scandales, ni dans la crise de l'euro, ni dans les révolutions arabes. Je fais dans les petites crises, les crises gérables, enfin, voilà. Très typiquement, pour vous donner des exemples de ce qui est mon quotidien, beaucoup de pétrochimie, de la pharma, de la chimie, de l'agroalimentaire, du retour produit un peu touchy. Le Costa, typiquement, c'est une belle crise. Il y a tous les ingrédients. Donc, c'est de l'accident industriel, c'est de la pollution et c'est de la prévention des crises. Beaucoup de prévention, avec des formations à la crise, avec de l'écriture de procédures d'alerte, de manuels de crise, d'exercices, de simulation de la crise, à plus ou moins grande échelle, du travail en cellule de crise, et des médias training, évidemment, puisque le quotidien, je dirais, des crises, les éléments qui font, dans un autre contexte qu'on a une crise, c'est la présence de victimes et la médiatisation. Donc, comment est-ce qu'aujourd'hui je vais aborder en fait les portfolios de projets? J'ai essayé de travailler sur les symptômes, en fait. À quel moment est-ce qu'on peut dire qu'un projet est en crise? Parce que vous avez tous l'habitude de ce genre de choses. À quel moment est-ce qu'on peut dire vraiment que le projet est dans un tel état qu'il va générer finalement une crise pour la société? Parce que des projets qui échouent, c'est quelque chose de commun. Des projets qui dérapent, c'est pas vraiment, on ne peut pas dire que c'est une crise, si vous voulez. Donc quelques petites statistiques justement à ce propos. Vous les connaissez, enfin en particulier quand on parle de projets SI qui sont liés au business. On a en moyenne, hein, c'est des chiffres qui sont connus et reconnus, hein, on a une moyenne seulement de 30% de réussite, et plus l'entreprise est grande, donc plus en fait vous avez une usine à gaz, plus le taux d'échec monte. Et vous entendez aussi souvent vos PMO dire « oh là là, on n'a pas le temps de bien travailler, c'est une catastrophe, en fait on est des pompiers, on passe notre temps à gérer des crises, les clients ne sont pas contents », enfin bref, ce genre de discours. Mais est-ce que pour autant on peut dire que ce sont des véritables crises? À quel moment, je dirais, dans votre entreprise, dans votre gouvernance en fait de projet, à quel moment est-ce que vous appuyez sur le bouton rouge et vous dites là, il faut se mettre en cellule de crise, il faut agir parce que là on a une véritable crise. Donc on va, à travers un exemple que je n'ai pas géré, donc voilà, mais qui est un exemple dans le secteur bancaire. C'est une banque européenne que je ne nommerai pas, donc peut-être que certains vont tout de suite reconnaître. C'était l'hiver dernier, hein, donc c'était un gros projet l'hiver dernier.
Le projet, c'était un projet SI lié au business. Hein, c'était vraiment, il fallait remettre complètement à plat en fait la segmentation de la clientèle pour derrière en fait réorganiser toutes les sales, enfin toutes les équipes de vente, les forces de vente. Et ça touchait, c'était essentiellement toute l'Afrique en fait, le continent africain, avec le pays pilote qui était le Maroc. Et les pays cibles en suivant, hein, l'Algérie, l'Égypte, la Tunisie, le Ghana et la Côte d'Ivoire. Donc il s'est passé 2-3 petits trucs au Moyen-Orient l'hiver dernier, vous en souvenez peut-être. Donc ça n'a pas forcément... enfin, ça a été, je dirais, la deuxième crise. Ça a été l'aspect exogène de la crise. Mais, donc pour finir sur la présentation du projet, donc c'était un budget de 1800... jour homme, donc pour à peu près 1,3 million d'euros. Donc c'était découpé en 6 projets principaux, rien que pour le projet SI, et en fait ça avait été très très mal intégré au projet business, comme souvent. Donc 40 personnes au total. Qu'est-ce qui s'est passé ? Les causes en fait de la crise, je ne vais pas m'étendre sur les causes, on reverra ça tout à l'heure dans la généralisation, mais il s'est passé qu'il y a eu un dérapage majeur lié essentiellement en fait à une absence de prise de conscience en fait des dérapages, comme c'est souvent, c'est-à-dire que les signaux faibles n'ont pas été traités et c'est parti en live. Donc la première livraison a été carrément reportée et la deuxième était en risque majeur. Enfin bon, et ça allait évidemment impacter toute la suite du déploiement en Afrique. Le souci aussi, c'est que ce projet, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'il était, et ce qu'ils n'ont probablement pas dit d'ailleurs à l'équipe SI au départ, il était extrêmement stratégique pour la banque, puisque vous voyez bien comment les gens sont en 2012, c'est protection, parapluie, oh là là, qu'est-ce qui va se passer, ça va être terrible, on va perdre du business, enfin en Europe c'est juste la catastrophe. Hein. Et à force de se faire la méthode Coué d'ailleurs que ça va être la catastrophe, ça va finir par être la catastrophe. Donc ils se sont dit stratégiquement où est-ce qu'on va trouver du nouveau business pour renflouer, etc. Et l'Afrique était vraiment leur cible stratégique. Du coup, voilà, ce dérapage était vraiment, enfin, allait mettre finalement limite la banque en péril en fait. Donc, quels ont été les symptômes qui me font dire et qui nous font dire qu'ici on a une crise ? On a eu, dans l'immédiat, au moment où ça s'est su vraiment, vous avez tout le COMEX qui est descendu. Ils ont eu tous les dirigeants de la banque sur le dos. C'est un signe, c'est un symptôme de crise. Le chef de projet, évidemment, long feu. Ils ont remis complètement en question toute l'organisation, de la com en particulier, parce que c'était énormément lié à ça, parce que comme souvent, ce n'est pas les problèmes techniques qui font échouer les projets, c'est de la com, c'est des problèmes humains, enfin bon, c'est le management. Il y a eu une recherche de bouc émissaire, c'est un signe de crise aussi, c'est un symptôme, on verra ça dans les grands principes. Avec le COSTA, ça marche très bien, la recherche ils l'ont trouvé, donc ils s'accrochent bien dessus, le bouc émissaire. Et puis bon, et surtout, voilà, un risque économique, financier, en fait, pour la banque qui était très, très important. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils sont restés assez classiques, en fait, dans leur gestion de crise. Je ne sais pas, vous avez certainement des exemples chez vous de revues. Donc, ils ont pris un auditeur externe qui, du coup, avait un œil neuf et était neutre, qui a fait ce qu'on appelle une revue. Hein. Enfin, c'est assez classique. Donc, il a fait l'interview des différentes parties prenantes. Il a mis en place une vraie gouvernance de projet. Donc, il a vraiment tout repris en main en prenant le projet SI et business et le décalage sur les différents pays. Donc, il a tout synchronisé et il a mis en place un plan de com qui allait bien. Donc, on a pu avoir une restauration de la confiance des principales parties prenantes et du business en particulier. Donc, la pression, je dirais, c'est un petit peu... la pression est tombée.
du coup, quand ça a commencé à brûler au Caire et en Tunisie, puisqu'on est quand même en janvier-février 2011, ça a été, enfin on n'y peut rien, ça, on ne va pas gérer cette crise-là, hein, soyons très clairs. Mais il y a eu quand même une interruption du programme. S'ils n'avaient pas tout remis à plat dans les semaines qui ont précédé, s'ils n'avaient pas eu une bonne gouvernance de projet, etc., de leur programme, ils partaient vraiment complètement là. Donc ils ont su, effectivement, ils ont géré, il y a eu un décalage, mais ils ont géré ça de façon assez sereine, finalement. Et sans justement la mise en place du PPM, ça aurait complètement implosé. Le projet n'aurait plus existé. Donc, qu'est-ce qu'on en tire, en fait? On va en tirer un certain nombre de principes. D'abord, savoir distinguer l'urgence et la crise, finalement. Où elle est, la crise? À quel moment est-ce qu'on dit qu'il y a une crise ou pas? Alors, quelques petites définitions. C'est toujours bien de revenir au basique. Donc, la crise, c'est une phase grave dans l'évolution des choses, des événements et des idées, caractérisée par un changement subi et généralement décisif. Bon. Mais c'est aussi, ça vient du grec, c'est aussi en fait à un moment où on est sous pression et on doit prendre des décisions. Bonnes ou mauvaises, mais il y a un moment dans la crise, il faut décider. Donc c'est la faculté de décider et la capacité de prendre la bonne décision, justement, dans ces moments de pression. Et les Chinois, qui sont aussi à la mode que la crise, traduisent en fait le mot crise par, c'est toujours la philosophie chinoise, le yin et le yang, les deux faces, c'est à la fois un danger, mais aussi une opportunité. Et quand on parle d'opportunité, il faut voir, par exemple, évidemment, quand il y a des victimes, etc., c'est difficile de parler d'opportunité. Mais les grands changements législatifs, par exemple, dans un pays, sont souvent liés à la crise. Là, je suis sûre qu'après le Costa, ils vont changer la législation sur la navigation maritime auprès des côtes. La dernière crise Escherichia coli en France, il y a eu un changement de législation sur ce qu'on devait tester. Après AZF, il y a eu aussi un changement de législation sur comment on devait gérer et s'entraîner sur les sites Céveso, etc. Donc, en fait, les crises sont souvent générateurs de changements qui sont finalement positifs. Donc l'urgence, c'est quoi l'urgence? C'est un événement ponctuel, mais on sait où on est. On sait où on est, notre équipe est la même, on n'a pas d'intervention comme ça inopinée de personnes externes. On est dans un domaine qu'on connaît, on est aussi dans notre périmètre de compétences. On sait faire, la situation est connue, elle est habituelle, elle n'est pas agréable, mais elle n'est pas si inhabituelle que c'est pas comme si tout à coup, là, il y avait un accident et vous devez sortir de votre fonction habituelle, mais comme vous avez fait vous êtes certifié Croix-Rouge, je ne sais pas quoi, vous allez pouvoir intervenir pour là tout de suite soigner quelqu'un. Donc vous sortez en fait de votre périmètre de compétences habituelles. Donc là, l'urgence, on est dans son périmètre. On est en tout cas, la situation est en tout cas perçue, ce qui est très important, parce que la perception en crise est pratiquement aussi importante en fait que la réalité, comme gérable. Les gens restent dans leur hiérarchie, dans leur rôle, il n'y a pas de sortie de ça, et on est dans ce qu'on appelle le command and control, donc bon, c'est urgent, mais voilà. La crise, en revanche, c'est un événement grave, mais le périmètre est flou, finalement, ça déborde, on ne sait pas trop où ça va s'arrêter, et c'est évolutif. Vous avez tout à coup un grand nombre d'interventions, notamment le CEO, le CFO, enfin bon, la direction générale, tout à coup, va vous tomber dessus. C'est un élément aussi très important, c'est qu'on n'est plus, ou en tout cas plus seulement, dans le rationnel. On commence à être dans l'émotionnel, dans la polémique, dans la propagation de rumeurs. Je suis sûre que ça vous parle. Donc ça, c'est compliqué à gérer, parce que vous ne gérez pas de l'émotionnel avec du rationnel. Donc qu'est-ce qu'on fait? La durée est difficile à estimer. Tout à coup, on se dit c'est en train de... Enfin voilà, ça peut durer, vraiment durer, pendant un temps finalement qui déborde très très largement celui du projet, et on ne sait pas, on n'a pas de deadline.
Les événements se précipitent, le pilotage est complexe, bon. Et on a des conséquences économiques qui deviennent insoutenables, ou potentiellement insoutenables. Donc c'est l'urgence plus la déstabilisation. Le dérèglement, c'est un système instable. Mais, vous l'aurez bien compris, la plupart des urgences sont des signaux faibles et sont potentiellement des crises. Donc il faut anticiper dès la perception et dès l'accumulation des signaux. Et en tout cas, dès que l'événement est connu. Comme petit schéma vaut mieux que de grands discours. On va voir, donc il y a toujours en fait des signaux faibles. Et la crise s'étend en suivant, après l'urgence en fait. On va essayer de regarder un petit peu quels sont les ingrédients de la crise. Donc, qu'est-ce qui peut causer ces crises dans une gestion de projet? Le typique, alors il y en a quelques-uns qui sont assez typiques, et puis je reviendrai en fait aux fondamentaux qui peuvent vraiment dérégler les choses. Donc, la mauvaise définition des objectifs, hein, c'est assez basique. Quand les objectifs ne sont pas bien challengés, ou pas challengés du tout, ou quand ils sont mal partagés. Vous connaissez le truc habituel, c'est-à-dire que vous avez l'impression d'avoir été extrêmement clair, d'avoir pris le temps de tout expliquer, d'avoir vérifié, même faire reformuler, donc tout le monde est aligné sur vraiment qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut atteindre, et il y en aura toujours un qui n'aura pas compris comme vous, fatalement. Donc c'est voilà. Un facteur aussi d'aggravation, c'est quand vous avez des projets qui sont tous emboîtés les uns dans les autres, avec beaucoup de sous-traitants qui eux-mêmes sous-traitent. Alors là, c'est un facteur aggravant. Voilà. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Un autre facteur aggravant du même type, c'est quand vous avez la grande entreprise client ou la grande entreprise initiatrice en fait, de l'objectif, sponsor du projet, qui a besoin d'un certain nombre de sous-traitants, mais les sous-traitants ne peuvent pas suivre en termes de cash flow. Donc vous avez une dépendance financière qui se met en place, mais en amont du projet. Et là, vous créez en fait une atmosphère, enfin vous créez dès le départ, c'est un mauvais signal. Ce n'est pas simple pour eux non plus de gérer cette dépendance. Une découverte tardive des problèmes, ça c'est humain, on hésite toujours à aller dire qu'on a un problème, qu'on n'a pas bien fait. Le turnover au sein des équipes, donc vous perdez du retour d'expérience, vous perdez de l'expertise. Une absence de synchronisation, bon ça c'est aussi très classique. Mais surtout, les entreprises et les grandes entreprises ont de très belles méthodes. Vous les connaissez tous, les Six Sigma, les PMI, etc. Ils forment tous les nouveaux cadres à toutes ces belles méthodes, etc. Quand vous les auditez, vous apercevez qu'en général, il n'y en a pas la moitié qui est appliquée au quotidien. Donc, les méthodes marchent, effectivement, si on les applique. Mais il se trouve que les entreprises n'appliquent que rarement les grands principes. Il n'y a quasiment jamais de capitalisation de l'expérience acquise. On sait très bien que quand on clôture un projet, si déjà il y a un pot de clôture, on est content. Mais alors pour ce qui est de faire un retour d'expérience et de passer le temps de nouveau sur le projet pour voir qu'est-ce qu'on aurait pu améliorer, qu'est-ce qu'on a appris, les key learnings, etc., on sait très bien que les gens n'ont pas le temps. Ils sont déjà partis sur un autre projet. Donc du coup, on perd du knowledge. Quelque chose aussi de symptomatique et qui met les projets à risque, c'est que le chef de projet, en théorie, doit avoir du leadership, etc. Enfin, je crois que vous avez pas mal débattu déjà cette question de quelles sont les grandes qualités du chef de projet. Mais ce qui se passe, en fait, dans la réalité, c'est que ces gens-là, souvent, n'ont pas de contrôle sur leur budget, n'ont pas de contrôle sur leurs équipes et ne décident finalement pas de grand-chose, en réalité. Donc, du coup, comme ils ne sont pas autonomes, ils ne sont pas véritablement autonomes. Du coup, ils ne sont pas vraiment crédibles. Ils sont peut-être légitimes parce qu'on les a mis là et ils ont une certaine légitimité à être là parce qu'ils ont un savoir-faire, parce qu'ils ont, ils ont déjà conduit des grands projets, etc. Ils savent bien manager des hommes. Mais ils perdent cette crédibilité. Et comme ils n'ont pas cette crédibilité, on leur demande d'exercer un leadership, mais ils n'ont pas
la base pour l'exercer. Donc c'est souvent un problème. L'alignement stratégique en mode top-down, ça je pense que ça vous parle aussi, c'est-à-dire que... Donc du coup, ça peut créer des décalages par rapport aux besoins du client, au client interne ou au client externe. Peu ou pas de contractualisation entre l'ouvrage, la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre. Ça aussi, ça, évidemment, quand on appuie sur le bouton, c'est là qu'on a les crises en général. Ce n'est pas dans la partie maîtrise d'ouvrage, c'est quand on met en route. Les dépendances entre projets, malgré tout ce qu'on peut dire aujourd'hui de volonté, de mise en place de gouvernance, etc., ne sont pas tellement traitées finalement. Les gens restent très cloisonnés dans leur business et on a des différences finalement qui sont des différences culturelles. Il y a des problèmes, dans mon exemple, il y a eu beaucoup de problèmes culturels simplement parce que la segmentation de la clientèle qu'ils voulaient mettre en place, ils n'avaient pas réalisé que, eh bien, en Afrique ou en Côte d'Ivoire ou même au Maroc, ça ne fonctionne pas comme ça. Si ça allait être frustrant, ça allait, enfin, c'était pas, de toute façon, c'était pas une bonne idée parce qu'ils n'avaient pas pris en compte ces différences culturelles. Mais je dirais, ça, c'est des différences culturelles basiques. Tout le monde va s'apercevoir qu'il y a une différence culturelle entre la France et le Maroc. Mais il y a autant de différences culturelles entre un type de l'informatique et le type du marketing. Vous l'avez remarqué aussi. C'est comme si vous aviez un Chinois et un Allemand. Donc il faut traiter aussi ce bridge, cette différence culturelle de la même façon. Et quand les projets sont trop cloisonnés et qu'on ne traite pas cette différence, qu'on ne traite pas ce point, ben vous avez des décalages. Vous avez des décalages. Les conflits de ressources sont souvent, en fait, pas anticipés, sont traités, voilà, les deux chefs de projet vont devant le boss en disant « moi, je veux l'expert ». Bon, c'est un peu un mode binaire, c'est un peu dommage. La gestion des risques, l'analyse des risques, l'échelle des risques, l'échelle de magnitude des risques. Alors, la théorie est parfaite, sauf qu'en statistique, il y a à peu près que 10% des gens qui l'utilisent. Et si on fait une bonne analyse des risques et qu'on prend les risques les plus grands, les plus probables avec le maximum d'impact, etc., donc la magnitude la plus haute, et qu'on fait bien son plan de prévention des risques, vous avez quand même moins de chances, fatalement, de tomber dans une crise. Sauf que souvent, ce n'est pas fait. La remontée des incidents et des changements, c'est pareil, c'est naturel, les gens n'aiment pas ça, aller dire que y a eu un problème. Donc finalement, on n'a pas les statistiques. Donc on ne voit pas les signaux faibles parce qu'on vous les cache, parce qu'on ne les dit pas. Donc on aurait pu s'apercevoir qu'il y avait à un moment une accumulation de signaux faibles, mais ça n'a pas été reporté. Donc on ne peut pas gérer. Et aussi une mauvaise définition. Souvent, vous demandez aux gens, pour vous, c'est quoi un projet stratégique? Alors, il est stratégique parce que le boss a dit que c'était stratégique. Bon, d'accord, ok. Et il est stratégique parce que c'est un gros budget. Mais ce n'est pas forcément la bonne définition, finalement, du projet qui est stratégique. Je vais accélérer un petit peu. Donc, l'équipe perd le contrôle. On a du coup des conflits directs qui sortent. La minimisation des faits. Non, finalement, c'est pas si grave, etc., jusqu'à ce que ça explose. La pression extérieure qui augmente et l'impression, donc, de ne plus rien maîtriser. C'est là que la crise devient autonome. On se dit, quand on réalise, en fait, qu'on est dans une situation de crise, on n'a jamais toutes les infos, parce qu'on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. On ne comprend pas bien, en fait. L'information interne est retardée, donc on hésite. C'est aussi les problèmes de cloisonnement de l'information. Vous savez bien que les gens, la rétention d'information, c'est un problème, souvent. Et elle est toujours ambiguë, puisqu'on ne sait pas vraiment. Et le premier instinct, c'est d'aller chercher qui a mal fait, alors que ça ne sert à rien pour traiter une crise. Éventuellement, on pourra voir ça après, quand on fait le retour d'expérience. Mais la première chose que font les gens naturellement, c'est d'aller chercher, en fait, qui a pas bien fait les choses. Donc, pas d'initiative. On est devant une situation d'urgence, de crise, mais personne ne fait rien. Parce qu'ils ont peur de s'exposer, de sortir du cadre, puisqu'on n'est pas dans un cadre habituel. On a parlé du périmètre, ce n'est pas le périmètre habituel.
On a peur de prendre de mauvaises décisions, donc du coup, on ne prend pas de décision du tout, d'aggraver la situation. Les conflits internes sont réactivés et évidemment, tout le monde essaye d'en profiter pour tirer la couverture à soi. C'est ce qu'on appelle la dynamique de la patate chaude. Je ne sais pas comment elle va faire pour traduire. Bon. Enfin, vous voyez l'image. Je ne sais pas. Donc l'équipe s'isole dans un premier temps, en fait. Au lieu d'ouvrir, elle s'isole. C'est ce qu'on appelle, en jargon de com, la bunkérisation. Elle s'enferme. Elle n'est pas prête du tout à prendre conscience, en fait, qu'il y a un vrai problème. C'est toujours demain, ça ira mieux, ça va s'arranger. Bon. Et puis, appuyer sur le bouton, demander de se mettre en cellule de crise, c'est toujours avouer, finalement, qu'on n'a pas réussi. L'entreprise ne veut pas l'admettre non plus. Le type qui dirige est finalement très, très seul sur le coup. Donc, il y a un grand moment de solitude. Ils veulent rassembler les faits exacts avant de dire quoi que ce soit. Et puis, ne pas paniquer les autres, parce que, oh, mon Dieu, mais si on admet que ce projet-là est en crise, mais vous allez paniquer et toutes les équipes derrière. Oui, mais enfin bon, à un moment, il faut quand même dire les choses. Et le sponsor est d'ailleurs souvent, au début de la crise en tout cas, absent. Voilà, bon, ça j'en ai parlé. Donc il faut se préparer, c'est ça la leçon. Il faut se préparer et se former, savoir travailler en cellule de crise. Donc il y a quelques méthodes qu'on utilise en gestion de crise et qui sont très applicables en fait, et qui sont déjà appliquées, vous les connaissez peut-être. C'est la fameuse Obeya Room. Est-ce que ça vous parle? La War Room, la Task Force, c'est voilà. C'est d'abord un management visuel. C'est d'abord mettre les gens, c'est comme quand on met les gens dans une cellule de crise. Vous mettez l'équipe, il n'y a plus de plateaux, de gens qui travaillent dans leur bureau séparément, etc. Les gens doivent être au même endroit. Et visualiser, en fait, tout le projet. Visualiser le voice of the customer, visualiser les plans et les plannings des uns et des autres, visualiser le suivi de problèmes. Et ensuite, ça nécessite d'appliquer avec une rigueur militaire les principes suivants. D'abord, le flash meeting tous les matins, 15 minutes. Donc, c'est simplement les indicateurs de performance, les objectifs journaliers de l'équipe et le partage des problèmes, toutes les semaines pour synchroniser, et ponctuellement, évidemment, dès qu'il y a un problème, le principe de base, c'est ça, c'est stop the line. C'est on répare tout de suite. On traite immédiatement, tout le monde dans l'Obeya Room, et on traite. Et on traite jusqu'à ce qu'on trouve une solution. C'est-à-dire on ne laisse rien passer. On utilise, voilà, on liste, on priorise, et on applique le Plan Do Check Act. Ça ne dispense pas de la revue de projet classique par une personne extérieure, en tout cas qui n'a pas de lien hiérarchique avec votre programme, et qui va arriver parce qu'il vous faut un arbitre. Parce qu'on est à des moments où, de toute façon, les conflits d'équipe sont tellement criants que vous avez besoin de cette neutralité. Il faut que ce soit quelqu'un de crédible, qui ait suffisamment l'expérience du management des hommes en particulier, qui va faire tous ces entretiens, très important en toute confidentialité, parce que sinon vous n'obtenez rien. Si les gens savent que ça peut être utilisé, vous n'obtiendrez pas d'infos. Donc la première partie, c'est vraiment les entretiens one-on-one confidentiels. Et évidemment, de nouveau, sans chercher le bouc émissaire. Ce n'est pas l'idée. Puis, vous avez la véritable réunion d'audit où vous mettez les gens ensemble. Et là, le chef de projet, qui est là où vous avez la crise, va présenter son point de vue. Et l'équipe va débattre, en fait, de la problématique. Ça ne va rien résoudre. Et ce n'est pas fait pour ça. L'auditeur sera là, et ça va lui permettre de comprendre. Il a eu les réunions one-on-one avec les gens, il les a ensemble, ça va lui permettre de véritablement d'avoir une vraie sensibilité sur le climat de l'équipe, savoir exactement où ils en sont. Et on va exprimer les contradictions. Et donc, à l'issue de la revue, l'auditeur va pouvoir remettre ses conclusions, mais parce qu'il les aura vues tourner ensemble. Donc, c'est la dernière slide.
Très important, le bon chef de projet sait anticiper et s'arrêter à temps. Et surtout, sa fierté ne doit pas mettre en péril le projet. On doit savoir dire là, il faut appuyer sur le bouton rouge. Et c'est pas grave, c'est là qu'il est crédible, qu'il a une attitude responsable. Et le travail en OBIA, de toute façon, est une façon de faire qui est tout à fait bénéfique, même en temps de paix. Ça peut vous éviter pas mal d'ennuis. Voilà. La prévention. En fait, il ne s'agit pas de guérir, il s'agit de prévenir. Donc l'idée, on le voit bien, c'était les signaux faibles. Et on le voit bien que c'était une affaire d'information. Donc la remontée d'information est essentielle dans l'ensemble du management de l'entreprise. Comment faisons-nous pour avoir de l'information écrite? Donc il y a, en termes de projet, en termes de, comment vous l'appelez, le PMI, c'est ça? Donc l'idée étant que l'ingénieur instructeur du projet, que l'ingénieur instructeur du portefeuille projet, et ainsi de suite, puisse écrire ce qu'ils font. Or, ça ne se fait pas vraiment. C'est ça notre véritable problème en tant que manager. Tout cela ne se fait pas. Pour aussi les raisons que vous avez citées tout à l'heure, notamment pour le cloisonnement de l'information, pour qu'il y ait un ensemble de choses. Est-ce que, dans une entreprise, nous ne pouvons pas mettre en place une entité qui ne gérera que cela, qui saura être en face des ingénieurs, qui aura, si j'ose dire, cette confidentialité pour pouvoir remonter cette information? Voilà. Quand on est en crise, donc ce n'est pas de la prévention, il va y avoir quelqu'un, bon, c'est des méthodes de travail en cellule de crise, il y a des différentes fonctions, et il y a une des fonctions qui est vraiment c'est l'historien de la cellule de crise, c'est quelqu'un qui ne va ne faire que ça, qui va récupérer toutes les infos, tout ce qui rentre, tout ce qui sort, qu'est-ce qui s'est passé à quelle heure, qu'est-ce qu'on a dit qu'on ferait, est-ce qu'on a véritablement fait ce qu'on a dit qu'on allait faire, etc. Donc il y a quelqu'un, effectivement, en crise qui fait que ça. En revanche, instaurer ça en temps de paix, je ne vois pas bien. Ce qu'il faut, c'est que vos managers se fassent suffisamment confiance et vous fassent suffisamment confiance, à vous, leur boss, pour pouvoir ne pas avoir besoin de retenir de l'information pour avoir du pouvoir, pour pouvoir dire, sans avoir peur de se faire taper dessus, que ça va mal, etc. Donc en fait, c'est du management participatif, mais qui ne se met pas en place dans la minute, parce que les gens ont des réflexes conditionnés. Si vous avez des cultures d'entreprise ou des cultures de pays, mais aussi des cultures d'entreprise qui sont avec des distances hiérarchiques, ce qu'on appelle le PDI, le Power Distance Index, qui sont très forts, vous allez avoir énormément de mal à avoir des chefs de projet, des managers suffisamment autonomes, indépendants et sûrs d'eux pour pouvoir vous ramener de l'information, vous la remonter, l'information. Et ce même symptôme s'étend à, évidemment, toute la chaîne. C'est assez compliqué. Mais ce n'est pas parce que vous allez mettre quelqu'un qui, finalement, va ressembler plus à un mouchard qu'autre chose, parce qu'il faut voir comment ça va être pris, et qui va ramener de l'information, que ça va... Au contraire, les gens vont s'en méfier. Donc il faut instaurer un climat de confiance qui permet aux gens d'être tranquilles avec ça et de sortir l'information. C'est ça le PMO. Donc il y a des chefs de projet, des directeurs de programme, et on a cette cellule-là qui a pour rôle de coordonner les informations, de faire des tableaux de bord et de faire remonter ce que vous avez appelé les signaux faibles. Donc c'est une sorte de situation de paix, comme vous dites, avec une veille sur un certain nombre d'indicateurs qui vont permettre justement aux managers d'anticiper. Je pense que c'est parmi les choses qu'on a vues pendant la première journée et aujourd'hui. Le PMO, elle est là pour être un support au chef de projet, au directeur de projet et de programme, mais aussi parmi ces indicateurs, il y a certainement un certain nombre de critères qui vont peut-être alerter le management ou le senior management pour réagir et anticiper cette situation. Ce que vous venez de dire, c'est par rapport au PMO, normalement la crise, ça transcende ça. Ça veut dire on a l'organisation, on a le PMO, on a tout ça, mais la crise, c'est une situation qui sort donc c'est autre chose. C'est parce que c'est autre chose. La crise, c'est une situation qui sort de l'ordinaire que vous avez mis en place.
C'est justement ça. Oui, mais si la gouvernance de programme est bien mise en place avec tout, voilà, l'analyse des risques a été bien faite, tout est bien fait comme il faut, voilà, a priori, vous avez quand même moins de risques d'avoir une crise majeure. Ou en tout cas, elle sera gérée, enfin, elle sera peut-être traitée un peu plus en amont. Un complément par rapport à ça, cette histoire de PMO, parce que normalement, quand il y a la crise, la dernière chose que l'équipe projet va faire, c'est aller faire du reporting habituel, faire des mises à jour de plans, etc. Et donc, du coup, est-ce que vous pensez que c'est possible, après une gestion de crise, de revenir à la normale, tracer les événements projets? Généralement, les événements projets se passent dans des conflits, dans des réunions, comme vous l'avez bien expliqué. Donc après, le PMO, il perd le contrôle de ça. Et puis, sur les systèmes d'information, etc., il n'y a plus rien. Ça, c'est une première question. Et une deuxième question, c'est par rapport au métier de gestion de crise. Vous avez dit que c'est votre métier. Donc, est-ce qu'il y a une pratique dans les entreprises d'avoir des spécialistes en gestion de crise, ou bien ce sont des chefs de projet seniors qui doivent développer cette compétence pour pouvoir gérer des situations de crise? Merci. Je dirais sur la deuxième question, il y a de tout. Il y a en général jamais de salariés de l'entreprise qui ne font que de la gestion de crise. Ce ne serait pas un bon signal. Enfin, donc, d'avoir quelqu'un à plein temps pour faire ça. Mais il y a donc, et en plus, il est plus facile d'intervenir en tant qu'extérieur. C'est one shot, vous éteignez le feu, vous êtes neutre, parce que dès qu'on est dans une entreprise, on s'habitue à ce qui se passe, on s'habitue à la politique, on n'a plus la même vision du tout, et du coup, on n'est plus capable de faire le job. Donc, il faut quand même que ce soit quelqu'un d'extérieur, ou dans les très très grandes entreprises, il y a souvent des gens qui finalement n'ont aucun lien avec ce que vous êtes en train de faire en Europe, et le type va arriver des US ou du Canada. On sait qu'il a une expertise particulière sur voilà, la gestion des projets en crise ou la gestion des hommes, mais il va avoir quand même s'il appartient à l'entreprise, il va avoir ce même, je dirais, cette même aura ou cette même faculté d'analyser les choses, puisqu'il vient de l'extérieur et il n'est pas lié au projet du tout. Il n'est pas partie prenante du tout. Et ça, c'est important, enfin, c'est critique. Voilà. La gestion des risques, évidemment, permet la prévention des crises, mais comme on a vu, c'est très rarement fait ou très rarement bien fait. Donc, fatalement, sur le papier, ça a l'air très bien, ça devrait marcher, mais si vous ne le faites pas, prenez pas suffisamment le temps, c'est toujours le même problème, c'est qu'on ne prend pas suffisamment le temps dans la maîtrise d'ouvrage, enfin dans le pré-projet, on ne prend pas suffisamment ce temps-là parce qu'on veut tout de suite faire. Et donc, voilà, la gestion de crise n'est pas la gestion des risques. La gestion des risques, c'est un métier à part, qui est un autre métier, qui est de l'audit de risque, de l'analyse, de mise en place de plans de prévention, qui effectivement, quand c'est bien fait, permet tout à fait de limiter des crises. Ça, c'est pour la gestion des risques. Alors, le conflit dans une équipe, ou la crise d'équipe, alors est-ce qu'on peut vraiment, encore on a le même truc, c'est qu'est-ce qu'on peut vraiment parler de crise quand c'est des conflits soit interpersonnels, soit des conflits d'équipe? Il y a des méthodes en fait de gestion des conflits qui existent. Je ne vais pas vous faire un cours parce que c'est un peu long, mais il y a aussi une méthodologie qui peut être enseignée aux chefs de projet et ils peuvent appliquer ça et voilà. Mais on n'a pas le temps en gestion de crise de faire de la gestion de conflits interpersonnels en tout cas.